la partie du cours qui concerne les statistiques. Donc, on considère que la partie métrologie est terminée, métrologie pure, et on va s'intéresser maintenant aux différentes procédures statistiques que l'on voudrait voir avec vous dans le cadre du cours de 3e année. Alors, la première des procédures qu'on voudrait voir avec vous est une procédure qui fait partie de la famille. Je vais mettre à défense ici. De la famille, voilà, des analyses de variance. Alors, l'analyse de variance, ça doit vous dire quelque chose maintenant. ANOVA en abrégé. Analyse de variance, donc pour ceux qui ont suivi le cursus, on va dire, ordinaire, bac 1, bac 2, ils ont dû voir déjà deux types d'analyse de variance qu'on appelle l'analyse de variance simple et l'analyse de variance pour classification hiérarchisée. Et pour les années préparatoires, ils doivent aussi les avoir vus dans le cadre du cours d'approche quantitative. D'accord ? Donc, dans le cadre de ce cours-ci, on va avoir une troisième procédure qu'on appelle aussi analyse de variance, mais qui va s'appliquer à un autre type de plan expérimental. À savoir que, pour rappel, mais je vais refaire dans les slides rapidement, l'analyse de variance simple, c'est lorsque l'on veut regarder les performances globales et comparer les performances globales de plusieurs groupes, les groupes étant formés par les différents niveaux d'une variable indépendante. L'analyse de variance pour classification hiérarchisée, elle s'applique aux plans expérimentaux où les variables indépendantes entretiennent entre elles une relation de nichage. Souvenez, c'est une des relations qu'on avait vues en expérimentation. Je vais repasser de façon rapidement là-dessus, ici aussi dans les slides. Et celle que l'on va voir dans le cadre du cours, bonjour, c'est l'analyse de variance qu'on va appeler à deux critères croisés, qui est donc une analyse de variance qui permet de résoudre statistiquement des plans expérimentaux où l'on a deux variables indépendantes qui entretiennent entre elles une relation de croisement, qui est une des autres relations qu'on a vues dans le cadre des plans expérimentaux. Alors pour être sûr que l'on parle de la même chose, je vais quand même repartir sur les bases de l'analyse de variance. Qu'est-ce que c'est qu'une analyse de variance ? Dans quel cas est-ce qu'on l'utilise ? Et comment, on va dire au niveau fondamental, ça fonctionne. Et donc, au niveau des bases, les premiers slides sont des slides que les années prépa ont déjà vus parce que M. Armeni les utilise aussi dans le cadre du cours, mais je pense que c'est pas mal qu'on les revoie rapidement ensemble et que pour les autres qui ne les ont pas vus, on les utilise. Ce sont les premiers slides qui permettent en fait d'expliquer pourquoi ça s'appelle analyse de variance, parce qu'en fait c'est une procédure statistique qui réfléchit sur les variances des groupes, mais qui, en réfléchissant sur les variances des groupes, permet de montrer s'il existe des différences de moyenne. Ça s'appelle analyse de variance parce que ça permet de voir s'il existe des différences de moyenne entre les groupes, mais en spéculant, en réfléchissant sur les variances de ces groupes. Et donc les quelques premiers slides que je vais vous présenter maintenant vous expliquent, vous fait sentir comment, en réfléchissant sur comment il est intéressant de réfléchir sur la variance et comment, en réfléchissant sur la variance, on peut mettre en évidence des différences de moyenne de groupes. Alors juste pour rappel, l'analyse de variance de manière générale, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une procédure statistique qu'on appelle un test. Donc toute procédure statistique n'est pas un test. Un coefficient de corrélation, c'est une procédure statistique qui n'est pas un test, d'accord ? Donc l'analyse de variance, c'est un test inférentiel, c'est-à-dire qui va vous permettre d'inférer les résultats que vous aurez obtenus sur des échantillons et donc de généraliser ces résultats à la population dont vous avez extrait ces échantillons. C'est ça ce qu'on appelle un test inférentiel, qui cherche à mettre en évidence des différences de performance globales entre des groupes. Ces performances globales, on peut utiliser différents indices pour les mesurer. Il y a des tests qui travaillent sur des médianes, il y a des tests qui travaillent sur d'autres indices. Ici, c'est des différences de performance globale en termes de moyenne. D'accord ? Donc, quand on calcule une moyenne sur un groupe, on dit, grosso modo, globalement, le groupe, pour cette mesure, se comporte de cette manière. Donc, permet de mettre en évidence des différences de performance globale entre des groupes, différences qui sont mesurées au crible de l'indice moyenne, donc on va calculer des moyennes,
mais on va procéder par spéculation, donc on va réfléchir sur la valeur de la variance des groupes. C'est pour ça que ça s'appelle analyse de la variance. Donc ça permet de mettre en évidence des différences de moyenne entre des groupes en réfléchissant sur la variance. Alors, juste pour revenir donc sur les... Pour vous faire sentir pourquoi réfléchir sur la variance permet de mettre en évidence des différences de moyenne entre des groupes, mais imaginez que vous ayez des animaux, donc des petites souris et des éléphants dont vous voulez mesurer la taille et voir s'il y a des différences de taille entre des groupes. Et donc on prend d'abord des petites souris, on a là 410 petites souris, vous avez un tableau de données, 410 petites souris. Vous voyez que la petite souris la plus petite mesure 3 cm 50, la plus grande 4 cm 50. Qu'en moyenne, mine, c'est en anglais, ça veut dire moyenne. Qu'en moyenne, grosso modo, toutes mes souris mesurent 4 cm, ça c'est la moyenne des mesures sur ces 410 souris. Et standard deviation, c'est ce qu'on appelle l'écart-type en français, ça donc nous donne une information sur la dispersion de la distribution des mesures de taille autour de la moyenne pour l'ensemble des souris. Donc vous voyez qu'on a une dispersion qui est de l'ordre de 0,2 cm. Ok. Donc en gros, ces souris mesurent 4 cm. Si j'en fais, je pourrais en faire une distribution. C'est une distribution un petit peu particulière parce que vous voyez qu'on a fait en sorte que les différents intervalles ne se rejoignent pas. Ce qui est important ici, c'est de voir la forme de la distribution. On a une forme de distribution qui ressemble très fort à une cloche, donc à une forme de courbe gaussienne. Et donc on voit dans ces distributions qu'effectivement on a une distribution donc gaussienne symétrique gauche-droite avec un mode, une médiane, une moyenne égale à 4 cm, avec une dispersion autour de cette moyenne, c'est-à-dire que la cloche a une certaine largeur autour du pic, et donc souvenez-vous, ça c'est l'indice de dispersion. Plus cette cloche sera aplatie et large, plus la dispersion sera grande. Plus cette cloche sera piquée et étroite, plus la dispersion sera faible. Donc voilà la distribution des mesures de taille de mes 410 petites souris. Qu'est-ce qu'on peut dire là? C'est qu'apparemment, dans les 410 souris, toutes les souris se ressemblent et, en tout cas, avec une certaine étendue évidemment autour de la moyenne, mais elles se ressemblent toutes, il n'y a pas des pics différents à l'intérieur de la distribution, elles s'organisent toutes autour d'une moyenne de 4 cm, et on peut dire que la variabilité est faible. La dispersion autour de cette moyenne est assez faible, la courbe de Gauss est assez piquée et assez étroite. Peut-être qu'il y a deux ensembles de souris là à l'intérieur, mais en tout cas, pour le moment, on ne voit pas deux distributions sortir de la distribution qu'on voit là. On a l'impression que, globalement, elles se distribuent toutes à l'intérieur de la distribution que vous voyez là. Prenons maintenant des éléphants. Et donc là, on a 830 éléphants. Le plus petit fait 220 cm, le plus grand 480 cm, et donc en moyenne ils font 350 cm avec un écart-type de 56. Alors là c'est un graphe un peu particulier qui pointe simplement la moyenne, et donc la moyenne de l'ensemble de mes 830 éléphants est autour des 3,50 m. Ok. Donc on peut dire aussi qu'en gros, grosso modo, les éléphants mesurent 3,50 m. La question qu'on pose, c'est tous les éléphants. Est-ce que tous les éléphants s'organisent autour de cette moyenne des 3,50 m? Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans mon échantillon d'éléphants, j'ai deux types d'éléphants. Et si je regarde effectivement la distribution des mesures de taille de ces 810 éléphants, mais vous voyez qu'on obtient une distribution avec deux modes, avec deux pics. On n'a plus comme tout à l'heure une belle gaussienne, on a une distribution à deux pics, et donc on soupçonne qu'il y a là deux sous-ensembles d'éléphants qui s'organisent l'un avec une moyenne aux alentours des 3 mètres et l'autre avec une moyenne aux alentours des 4 mètres. Et donc, on observe une forte hétérogénéité.
Tout à l'heure, on a fait une forte homogénéité parce qu'on avait une moyenne et une certaine distribution autour de la moyenne pour les souris. Ici, on voit deux groupes apparaître, donc une plus forte hétérogénéité à l'intérieur des mesures de taille de mes éléphants. Tous les éléphants n'ont pas la même taille, et donc on peut dire ici que la variabilité est grande. Vous devez déjà aller plus loin en pensant que si je parle de variabilité, qu'est-ce qui permet de mesurer la variabilité? C'est la variance, c'est l'écart-type. D'accord? Donc on est déjà en train de sentir la notion de variance qui apparaît. Et donc pourquoi? C'est parce qu'en fait il existe deux sortes d'éléphants dans mon échantillon. Il y a les éléphants d'Asie et il y a les éléphants d'Afrique. Les éléphants d'Asie, je crois, qui ont des petites oreilles, qui sont petits. Les éléphants d'Afrique qui ont des grandes oreilles, qui sont plus grands. Et donc en fait dans mon échantillon de 800 éléphants, j'ai deux groupes d'éléphants assez différents qui nous permettent d'avoir cette distribution avec deux modes. Et donc finalement, on a un échantillon beaucoup plus hétérogène que l'échantillon des souris. Ok, il existe donc deux sortes d'éléphants. Les éléphants d'Asie, par contre, eux, se ressemblent. Dans leur groupe, ils se ressemblent. Et les éléphants d'Afrique, eux, dans leur groupe, se ressemblent. Si on regarde maintenant des animaux africains et asiatiques, à la fois en termes d'éléphants et en termes de souris, on va mettre à gauche les éléphants, à droite les souris. Regardons d'abord de manière tout à fait globale, sans imaginer, sans séparer, sans avoir une manière de pouvoir séparer les animaux qui viennent d'Afrique et les éléments qui viennent d'Asie. Si je regarde la distribution des éléphants, à gauche, vous voyez qu'elle est moins piquée, plus large, donc plus grande dispersion, autour d'une certaine moyenne. Tandis que si on regarde à droite les souris, on a une distribution beaucoup plus piquée, autour d'une certaine moyenne, une dispersion plus faible. Donc en fait, à gauche, on a une grande variance, et à droite, on a une faible variance. D'accord? Ça, c'est un constat qu'on peut faire rien qu'en regardant les distributions. Maintenant, si j'ai une manière de distinguer les animaux venant d'Afrique et les animaux venant d'Asie, on a donc en mauve ceux qui viennent d'Asie et ceux qui viennent d'Afrique, on retrouve notre distribution tout à l'heure à deux pics. Et donc, finalement, dans mes éléphants, le fait d'avoir cette distribution plus large, c'est parce que cet échantillon global est constitué de deux sous-groupes hétérogènes, qui ont donc des performances globales différentes. Ils ont, ces deux sous-groupes, des moyennes différentes et donc des performances globales différentes. Alors que, en fait, dans mes souris, qu'elles viennent d'Asie ou d'Afrique, elles se ressemblent toutes, et donc, là j'ai aussi un moyen d'identifier les souris qui viennent d'Afrique et les souris qui viennent d'Asie, mais vous voyez qu'il n'y a pas deux sous-groupes hétérogènes, on a plutôt deux groupes homogènes. Les deux groupes de souris, que ce soit les mauves ou les rouges, se ressemblent très fort. Et donc, à gauche, pour les éléphants, on voit qu'on a une tendance centrale qui varie d'un sous-groupe à l'autre, une tendance centrale, une moyenne, qui varie entre le groupe des mauves et le groupe des rouges, entre les asiatiques et les africains, dans les éléphants, alors que dans les souris, on voit que la tendance centrale ne varie pas d'un sous-groupe à l'autre. Les deux sous-groupes de souris ont la même moyenne et le même genre de dispersion. D'accord? Donc, à gauche, tendance centrale varie d'un sous-groupe à l'autre, donc différence entre des moyennes de mes deux sous-groupes et une grande variance. À droite, tendance centrale qui ne varie pas, donc moyenne identique entre les deux sous-groupes de souris, variance faible. Et donc vous voyez que l'étude de la variance va permettre de dire des choses sur des différences de moyenne. Puisque à grande variance correspond des différences de moyenne importantes entre les sous-groupes, et la faible variance à droite correspond à pas de différence de moyenne entre les sous-groupes. Donc ça, c'est simplement pour vous faire apparaître le fait qu'on peut effectivement spéculer sur des variances pour mettre en évidence des différences de moyenne. Ça va ?